Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Poison d'avril de Louis C. Thomas dans une adaptation radiophonique de Charles Maître avec Henri Crémieux, Jean-Marie Amato, Rosie Vart, Fernand Rosena, Pierre Delbon, Jean Mauvais, Jean Chevrin, Jacques Rispal, Raymond Pellissier, Paul Antéric et Joël Janin. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage, Gabriel de Rivage. Prise de son, Jean Godet. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard. Dis donc, le père Boule, on meurt de soif dans ton bistrot. Qui ça? Oh, tu es le seul client. Comme d'habitude, à cette heure-ci, hein. Allez, un dernier verre et je vais me coucher. Ah, que tu ne connais pas ta chance, toi. Moi, avant d'aller me coucher, il faut que je me les lave, les verres. Seulement demain, qui c'est qui fera la grasse matinée? La grasse matinée, pas cher. Bah, tu me prends pour un Parisien. Oh que non, parce que moi qui te parle, j'y suis monté une fois à Paris. Eh ben, je peux te dire qu'on y travaille, que c'est à bout dégoûté d'y retourner. Allez, à ta santé, père Boule. Ah, tiens, là. Allez, maintenant, je me sauve, hein. Bonsoir, père Boule. Allez, ciao. À demain. Tiens, voilà du monde. Ah, bonsoir, messieurs, dames. Apportez un cognac, vite. Madame est souffrante. Tenez. Voilà. Asseyez-vous, Brigitte. Voilà, ça va passer. Voilà le cognac. Merci. Dites donc, elle est toute pâle, la petite dame. Tenez, Brigitte, buvez. Ça vous fera du bien. Faites-la s'étendre un peu en attendant que ça passe. Et de toute façon, il vient plus personne. Là. On dirait qu'elle va s'endormir, hein? Oui. Je vais la ramener chez elle. Si ça ne va pas mieux, j'appellerai un médecin. Je vais chercher un taxi, j'en ai pour 2 minutes. Ah, Sainte Vierge, celle-là, je suis pas prêt de l'oublier. Quelle histoire. C'est vous, le père Boule? Eh ouais. Commissaire Paron, brigade mobile de Marseille. Ah. Vous avez un petit coin où on puisse bavarder tranquillement? Bavarder? Bavarder? Mais j'ai déjà tout dit à votre collègue d'ici. Tenez, venez par là. Oh, d'ailleurs, il y en a pas long à raconter, hein, parce que pour un drame rapide, c'était un drame rapide. Quelle heure était-il lorsque l'homme et la femme sont entrés? À 11h moins 2 minutes, peut-être. Parce que l'horloge s'est mise à sonner juste comme le bonhomme y repartait. Vous étiez seul, je crois. Ah ouais, 10 minutes de plus, je fermais la boutique. Bon. Vous avez donc porté un cognac à la jeune femme, elle s'est étendue et son compagnon est parti en quête d'un taxi, hein, après. Eh ben, après, comme elle dormait, je suis revenu derrière mon comptoir pour essuyer mes verres. Et puis, tout de même, au bout de 5 ou 6 minutes, j'ai pensé qu'il était bien long à le trouver, son taxi. Je suis revenu vers la petite dame et je l'ai appelée. Doucement d'abord, et puis plus fort. Comme elle ne répondait pas, je lui secoue un peu le bras, puis pouf, la voilà qui dégringole. Ah, je suis pas médecin, mais j'ai quand même compris qu'elle était morte, ouais. Et ensuite? Ben, ensuite, c'est tout. J'ai appelé la police. Ils sont venus avec un médecin qui a constaté le décès. Et toujours pas de bonhomme. Comment était-il? Ah, c'est pas facile à dire. 35, 40 ans, assez gras, le cheveu plutôt rare sur le devant. Gros, maigre? Plutôt mince, mais la graisse commence à s'y mettre. Surtout sous le menton. Vous le reconnaîtriez? Ah, ça sûrement, ouais. Mais pour ce qui est de le décrire... Oui, je sais. Est-ce qu'il avait un accent? Ah, là. Et la femme, elle était jolie? Ah ouais, elle était jolie. Elle n'a pas dit un mot. Quand ils sont entrés, elle avait déjà du mal à respirer. Elle a bu le cognac et puis elle s'est endormie.
Et lui, qu'est-ce qu'il vous a dit? Oh, pas grand-chose de plus que la dame était malade et un peu plus tard qu'il allait chercher le taxi pour la ramener chez elle. Il n'a pas dit où? Eh non. Non. Vous avez dit, je crois, qu'il l'avait appelée Brigitte, hein? Ouais, Brigitte. Ouais, c'est un joli nom. Ouais, c'est bien. Naturellement, vous l'aviez jamais vue auparavant. Hein, pour ça là, une belle fille comme ça, dites, hein, je l'aurais pas oublié. Ouais, c'est le genre de femme qu'on oublie guère. Bien. Tout ceci est un peu mince, évidemment, mais enfin, c'est pas votre faute, hein. Bonjour, patron. Bonjour, Guérin. On fait bon voyage? Ouais. Évidemment, t'as pas déjeuné, toi. Bah non, pas encore, non. Garçon, un autre couvert, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Et alors, patron? Patron, cette affaire. Bah, t'as vu le journal de ce matin? Ouais. Alors, t'en sais autant que moi. Mystérieux à ce point-là? Et même un peu plus. Un cadavre en point, c'est tout. Bravo, un charmant cadavre. Mais pas de sac, linge non marqué, aucun bijou, même pas une alliance. Ah, si, pourtant, un prénom. S'appelait Brigitte, c'est joli, hein. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, je suis passé à la mort, j'ai fait tirer une photo qui paraîtra ce soir. Et pour le type qui l'accompagnait, est-ce que le patron du bistrot l'a bien vu? Oui, bon, tu sais ce que c'est, hein, quand il s'agit de décrire un personnage. Bah justement, c'est à ça que je pense. Si on essayait le portrait robot. Bah, toi, avec tes portraits robots, c'est une manie, non? Mais n'empêche que dans l'affaire de Saucet, ça nous a rendu un fier service. Oui, t'as raison, c'est peut-être une idée. Tu téléphoneras à ton artiste tout à l'heure. Comment s'appelle-t-il déjà? Sicard. Ah oui, c'est ça, Sicard. Bah, dis-lui de rappliquer tout de suite. Hein. Même si ça ne donne rien, ça lui fera toujours gagner un petit... Tiens, voilà de la visite. Bonjour, messieurs. Inspecteur Guérin, mon adjoint. Bonjour. Commissaire Blachon qui règne sur le patelin. Commissaire? Bonjour, jeune homme. Ah, si vous l'appelez jeune homme, vous allez vous faire un ennemi. Alors, du nouveau? Oui, et du nouveau assez sensationnel. Vous avez identifié le cadavre? Ouais. Enfin, oui et non. C'est toute une histoire. Allez-y, on vous écoute. La jeune femme était pensionnaire dans une clinique du Lavandou, les Charmettes. Un établissement pour les malades mentaux. Une folle? Oh, pas exactement, non, mais... Enfin, ce qu'il faut vous dire d'abord, c'est que je connaissais cette jeune femme. Quoi, mais vous m'avez dit... Ah, attendez. Si je ne l'ai pas reconnue, c'est vraiment pas de ma faute. Je l'avais vue pour la première fois il y a 1 an et demi, dans la nuit du 4 au 5 septembre exactement. On venait de la découvrir inanimée sur les rochers qui entourent l'île du Levant. Entièrement nue, le crâne fracturé, elle était à 2 doigts de la mort. Un accident? Bon, c'est pas impossible, mais enfin je ne crois pas. Qu'elle soit nue m'a d'abord fait penser aux nudistes, mais... Parmi eux, personne ne la connaissait. En outre, son corps était blanc comme un cachet d'aspirine. Ouais. Bref, elle fut trépanée et, contre toute attente, on réussit à la sauver. Seulement, lorsqu'elle reprit connaissance, on s'aperçut qu'elle avait complètement perdu la mémoire. Elle retrouva peu à peu toutes ses facultés, mais son amnésie resta totale. Ouais. C'est alors qu'elle a été confiée à l'établissement Les Charmettes. Mais... Vous voulez pas me dire qu'à ce moment-là, déjà, elle n'a pas été identifiée? Ah si, justement. Ah, ça alors? Bon sang. En somme, non seulement nous n'avons aucun indice, mais nous commençons les recherches avec 1 an et demi de retard. Ouais. Et croyez bien qu'à l'époque, j'avais déjà fait l'impossible. Enfin, j'ai ressorti le dossier, vous pourrez vous en rendre compte. Eh ben, ça va être facile. Eh, mais puisque vous ne l'aviez pas reconnu, comment avez-vous fait? Un peu avant midi, la directrice des Charmettes est venue m'annoncer la disparition d'une pensionnaire. Le signalement qu'elle me donnait m'a frappé, je l'ai emmenée à la morgue. Comment votre directrice a-t-elle expliqué cette disparition? C'est-à-dire qu'elle n'y comprend même rien. Mais je n'ai pas cherché très loin, j'ai pensé que vous voudriez le faire vous-même. Elle vous attend cet après-midi au Lavandou. Par ici, messieurs, mademoiselle Berthier vous attend. Je vous remercie. C'est messieurs de la police, mademoiselle. Entrez, messieurs. Prenez place, je vous en prie. Commissaire Parron, inspecteur Guérin. Enchanté. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Vous êtes la directrice de cet établissement, je crois. Depuis bientôt 10 ans, monsieur le commissaire. Je vous assure que c'est la première fois que pareille histoire nous arrive. Et c'est pour cette raison que vous avez mis si longtemps à signaler cette disparition? Mais... Eh oui, votre pensionnaire a disparu dans la soirée d'hier et vous ne vous êtes présenté au commissariat qu'aujourd'hui midi. J'avoue que ça m'étonne. Il m'aurait été difficile de signaler cette disparition avant de l'avoir constatée. Je suis venue aussitôt après. Dans un établissement tel que le vôtre, je croyais la surveillance plus sévère. Vous n'aviez pas tort. Mais le cas de Monique était un peu spécial. Monique? Oui, c'est ainsi que nous l'avions rebaptisée. D'accord avec elle, d'ailleurs. N'oubliez pas que nous ignorions jusqu'à son nom. Oui, je sais. Mais l'homme qui l'accompagnait hier soir l'appelait Brigitte, alors. Bien, en supposant qu'elle ait fait de l'autostop pour quitter la région, elle aurait pu inventer ce prénom pour se présenter, non? C'est possible.
Vous disiez donc que Monique... Était un cas spécial, oui. Mais lorsqu'elle est arrivée ici, très éprouvée des suites de sa blessure et de l'opération... Je vous demande pardon, comment était-elle venue chez vous? Bien, une fois guérie, l'hôpital ne pouvait la garder. Mais il n'était pas question de la laisser dans la rue. Alors c'est alors que les services médicaux du département nous la confièrent. Elle se remit assez rapidement et, au bout de 6 mois déjà, mis à part son absence totale de mémoire, on peut dire qu'elle était tout à fait normale. Sa santé était éclatante. Si bien qu'a priori, il faut exclure la possibilité d'une crise cardiaque. Absolument. J'en ai encore parlé au docteur Robert, notre directeur, tout à l'heure. Il a été formel. L'autopsie est indispensable. Bon. Revenons à votre récit. Je m'excuse, hein, je vous coupe tout le temps, mais... Oui. Donc, Monique était en parfaite santé et son amnésie n'avait en rien entamé ses facultés. C'était une jeune femme charmante, intelligente, plutôt gaie. Alors, pour tromper son ennui, elle se mit à nous rendre de petits services. Alors je ne tardais pas à lui confier régulièrement quelques travaux de secrétariat. En échange, je lui remettais un peu d'argent. De quoi acheter ses bas, ses cigarettes, son rouge à lèvres, enfin, vous comprenez. Oui. Elle manquait de tout, évidemment, et les quelques vêtements qu'elle possédait lui avaient été donnés par une amie à moi. Elle ne souffrait pas de cet état de choses? Oh, bien sûr. Il y avait des petits moments de cafard, mais qui ne duraient jamais très longtemps. Elle espérait bien qu'un jour sa mémoire reviendrait. Et en attendant, elle s'était d'organiser une vie, ma foi, pas trop désagréable. Je lui avais cédé à l'étage du personnel une petite chambre où elle était seule, et cela lui avait fait très plaisir. Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs ce qui vous explique que nous ayons mis si longtemps à constater sa disparition. À l'intérieur de l'établissement, elle était très libre. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Bien, dans l'après-midi. Mais je sais qu'elle était présente au repas du soir à 19h. Moi, à votre avis, comment a-t-elle pu sortir de la clinique? C'est ce que je voudrais bien savoir. Ouais. Et sa chambre, elle donne pas l'impression d'un départ précipité, non? Oh, non, elle n'a rien emporté, je vous le garantis. D'ailleurs, si vous voulez y jeter un coup d'œil... Ah ben, je veux bien, oui. Alors, messieurs, cette bouillabaisse, ça vous a plu? Ah oui, très bien, parfait. Bon. Apportez-nous donc 2 cafés, voyez-vous. 2 cafés, bon. Ah ben, mon petit Guérin, t'en fais une tête? Ouais, c'est cette sacrée bon Dieu d'affaires. Plus j'y pense, et moi je vois par quel bout la prendre. Vous avez une idée, vous? Ben, on fera une petite visite au sieur Archibald Christopher. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un vieil Anglais qui passe pour être un peu cinglé, amateur de bains de lune, de balade nocturne. C'est lui qui avait trouvé Brigitte sur les rochers de l'île du Levant. Brigitte ou Monique? Brigitte. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est son vrai prénom. Et où c'est qu'il perche, là, votre Archibald, machin chose, là? Il a une villa dans l'île et une autre ici sur la corniche. Je crois qu'en ce moment, il est ici, d'ailleurs. Non, il s'embête pas, le frère, hein. Mais ceci dit, je vois pas très bien ce que vous pouvez espérer de ce côté-là. Moi non plus, mais puisque nous n'avons aucun indice, il faut bien repartir à zéro. Bon, pour ce soir, on va toujours essayer le portrait robot. Oh, bonne mère! Qu'est-ce que c'est tout cet attirail? Ça, ce sont des fragments de photographie. Ouais, des fronts, des nez, des yeux, etc., etc. Ouais, tout ce qu'il faut pour fabriquer un visage, quoi. Tiens, 50 fronts, là, 60 nez, autant de mentons. La tête du type que nous cherchons est là. Il ne reste plus qu'à la reconstituer. Et dites, pourquoi l'artiste, il est là avec une grande feuille de papier, là, et puis des crayons? Je croyais qu'on faisait ça avec les ciseaux et de la colle. Parce qu'il faut un artiste, comme vous dites, pour harmoniser les fragments. Ah. Oui, un collage ne donnerait qu'un visage monstrueux. D'ailleurs, c'est bien simple. Nous allons commencer et vous allez comprendre tout de suite. Ouais. Qu'est-ce que je dois faire, moi? D'abord, fermez les yeux. Concentrez-vous et essayez de revoir le visage de l'homme. Eh ben... Alors, vous le retrouvez? Eh ben, oui et non. Ça vaut pas une bonne photographie. Quand il est entré, il vous a parlé. Essayez de le revoir à ce moment-là. Ouais. Ah, ça y est. Enfin, presque. Vous voyez son front? Ses cheveux? Ouais. Bon. Ah, maintenant, ouvrez les yeux et regardez ces fronts-là. Ouais. Et trouvez-moi celui qui ressemble plus à celui du bonhomme. Oh, Sainte Vierge! Ne vous affolez pas. Nous allons déjà éliminer tous ceux qui n'ont aucun rapport. Vous nous avez bien dit, n'est-ce pas, que ses cheveux étaient clairsemés? Ah oui, ça, j'en suis certain. Bien. Le front? Grand, petit? Assez grand. Lisse? Plissé? Attendez. Ah, je crois pas qu'il était lisse. Bon, ça en fait déjà quelques-uns en moins. Mais regardez bien ceux qui restent à présent. Ouais. Oui, là. Tâchez de me trouver le bon, là. Ah, je peux... peut-être bien que
Ah ouais, t'es celui-là, là. Oui, bon, ben... Ah, regardez celui-ci, là. Ouais. Il est presque pareil. Lequel des deux? C'est bête, mais je dirais presque un peu des deux. C'est-à-dire? Les cheveux plutôt comme ça, mais avec le front de... Bon, ici, là, celui-là. Sicard, à toi. Ah, pendant ce temps-là, le père Boule, vous refermez les yeux et vous tâchez de lui retrouver son nez au bonhomme. Ouais. Oui. Ah, c'est drôle, mais son nez, je le vois pas. Je vois bien sa bouche, mais... Oui, ben, ça ne fait rien. Va pour la bouche. Vous la voyez bien? Oh, parfaitement. Bon, alors voyons notre assortiment de bouche là-dedans. Oh, dites, j'en ai marre, moi, de votre petit jeu, hein. Ça fait plus d'une heure que je fais le couillon comme une voyante. Et maintenant, évidemment, plus je cherche, et moi je le trouve, votre cocon, là. Allez, encore un petit effort, le père Boule. Allez, trouvez-moi ce menton, ce sera presque fini. Comment, presque? Vous allez pas me faire chercher sa cravate, non? Je sais pas, moi, celui-là, peut-être. Mais il n'y avait pas de fossette. Vas-y, Sicard, sans la fossette. Je peux regarder maintenant? Et attendez que ça soit fini. Tiens, et versez-nous un verre en attendant, on l'a pas volé, hein. Ouais, ça, vous pouvez le dire, hein. Ah, que pastis, vous dire. Dites donc, si jamais que ça marchait pas, là, vous allez pas me le faire recommencer, hein? Ah, si, bien sûr, autant de fois qu'il le faudra, hein. Non, dites, moi je marche plus, hein, je suis pas là. non, rassurez-vous, non. Devinette. Il vous fait marcher. Il y aura sans doute quelques petites retouches, mais le plus dur est fait maintenant. Ah, ouais, mais... Et voilà, si vous voulez admirer le chef-d'œuvre... Alors, monsieur Boule, qu'est-ce que vous en dites? Mais c'est curieux, hein. Il y a de ça, mais... Allez, regardez bien, et prenez votre temps. Et si vous voyez quelque chose qui cloche, vous le dites, hein. Mais remarquez maintenant que je vois l'ensemble, je crois que les lèvres, elles étaient pas aussi épaisses. Beaucoup moins? Ah non, un peu. Dites, commissaire, hein, oui. Il a un joli coup de crayon, l'artiste, hein. Comme ça? Ah, ça c'est mieux, hein. C'est bizarre. Plus je la regarde et plus cette tête-là me dit quelque chose. Monsieur Sicard, dites, les joues un peu plus remplies, je crois, hein. Ah, boudi, ça commence drôlement à lui ressembler. C'est pas encore tout à fait ça, mais il y a vraiment une air de famille. Attendez un peu, bougez pas. Oui, ça y est, les yeux. Les yeux, ils sont tout ronds, mais je crois pas qu'on les voyait autant. Et un petit peu de paupières pour monsieur. Voilà. Il y a qu'à parler pour être servi. Ah, à cette fois, alors là, c'est pas mal du tout. Attendez, hein. taisez-vous un peu. Hein? Je suis certain que... Au nom de Dieu. Ah, c'est pas possible, ce serait trop beau. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Dites le téléphone. Hein? Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il va pas nous faire croire qu'il a reconnu le bonhomme, non? Allô, mademoiselle, passez-moi la prison des Baumettes à Marseille. Oui, merci. Mince alors, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, mon vieux Sicard, si je me suis pas trompé, vous allez devenir le dessinateur le plus célèbre de la police. Vous êtes bien gentil, mais j'en demande pas tant. J'aimerais mieux vendre ma peinture. Allô, les Baumettes? Je voudrais parler au directeur, s'il vous plaît. Commissaire Parron, de la brigade mobile. Mon vieux Sicard, si Dorian est bien notre homme, moi je vous achète une toile, un cochon qui s'en dédie. Dorian? Allô? Ah, bonsoir, monsieur le directeur. Ici le commissaire Parron. Bien, merci, oui. Moi, je m'excuse de vous déranger à cette heure, mais j'aurais besoin d'un petit renseignement. Voilà, vous vous rappelez Maurice Dorian, je suppose, hein? Oui, c'est ça. Je voudrais connaître la date exacte de sa libération. Oui, d'accord, je ne quitte pas. Oh, mes enfants, c'est presque incroyable. Et pourtant, je suis sûr que c'est ça. Guérin, Maurice Dorian. Ça te dit rien, toi? Oui, le nom ne m'est pas inconnu, mais je... Oh, c'est un collègue à vous, Sicard, un peintre. Il y a 4 ans, à Cannes, il a fracassé d'un coup de bouteille le crâne d'un certain Charles Buismont. Ça lui avait valu 5 ans. C'est pas très cher pour un assassinat. Oui, le tribunal avait accepté sa version de la légitime défense. Il s'était constitué prisonnier alors qu'on était loin de le soupçonner. Oui, mais enfin, s'il y a 4 ans qu'il a été condamné à 5 ans, comment se fait-il que... Alors, t'as jamais entendu parler d'une remise de peine, non? Ah oui. Allô, oui? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une photo au dossier? Vous pourriez pas me la faire tenir pour demain matin? Je suis ailleurs, vous n'avez qu'à l'adresser au commissariat. Merci. Oui, merci. Bonsoir, monsieur le directeur.
Oh, mon petit Guérin, tiens-toi bien. C'est encore plus sensationnel que je ne pensais. Je sens que je vais vendre une toile. Maurice Dorian a quitté les Baumettes il y a 1 an et demi, le 4 septembre au matin. Ah, et alors? Et alors? Eh ben alors, c'est dans la nuit du 4 au 5 que Brigitte, agonisante, est retrouvée sur les rochers de l'île du Levant. Et hier soir, au moment de sa mort, c'est encore Dorian qui est avec elle. Ben, tu trouves pas que c'est un peu trop pour une coïncidence? En effet, oui, mais à condition que Dorian soit bien l'homme d'hier soir. Ça, nous le saurons demain. Pour l'instant, Monsieur Boulle, vous allez nous dénicher une petite bouteille de porquerolles de derrière les fagots. Hein. Qu'est-ce que c'est? Nous voudrions voir Monsieur Christopher. Il vient de se coucher. À 9h du matin? Ah, c'est son droit, non? Ah oui, c'est son droit, mais réveillez-le quand même, commissaire Paron, sûreté marseillaise. La police? Mais qu'est-ce que vous lui voulez? Bon, ça, il vous le dira si ça l'amuse. Allez, laissez-nous entrer, allez le prévenir. C'est bon, entrez. Ah, mais essuyez vos pieds si c'est pas trop vous demander. Je vais prévenir monsieur. Pas commode, la petite, hein? Qu'est-ce qu'on fait après, patron? Bon, on rentre à pied comme nous sommes venus, mais alors, par le bord de mer. Mais vous êtes pas pressé d'avoir le résultat de l'autopsie et de la photo de Dorian? Si, justement, mais il faut leur laisser le temps d'arriver. Et on a eu une drôle de veine avec ce portrait robot, hein. Bah, m'as dit qu'on aura plus de mal pour retrouver le bonhomme que pour l'identifier. Bon, on verra bien. Une fois lancé l'appel général, je ferai peut-être un saut à Cannes pour jeter un coup d'œil sur le dossier Vuissemont, on sait jamais. Et le gars Archibald, là, Christopher, là, il est anglais, non? Oui, monsieur. Oh. Le gars est anglais, mais sa mère était française. Si vous voulez me suivre, le salon est par ici. Excusez-moi, monsieur, je... Mais c'est moi qui m'excuse de vous recevoir en pyjama, mais j'étais couché. À qui ai-je l'honneur? Commissaire Paron, mon jeune collègue, l'inspecteur Guérin. Enchanté. Asseyez-vous, monsieur, je vous en prie. Pardon. Je n'ai rien à craindre de la police, mais j'avoue que votre visite m'intrigue. De quoi s'agit-il? Oh, d'un simple renseignement. Je voudrais que vous regardiez cette photo et que vous me disiez si vous connaissez cette jeune femme. Non. Non, jamais vu cette personne. Même pas dans le journal d'hier soir? Aucun journal ne pénètre dans cette maison, monsieur le commissaire. Les nouvelles de notre triste monde ne m'intéressent pas. Ah bon? Depuis des années, je vis la nuit et dors durant le jour, ce qui m'évite le contact de ces microbes que sont les hommes. Oui. Pour en revenir à cette jeune femme, je puis vous affirmer, monsieur Christopher, que vous l'avez déjà vue. Franchement, je ne crois pas. Elle s'est évadée avant-hier d'une maison de santé. Elle est morte peu après dans des circonstances étranges. Je veux bien, mais en quoi cela me concerne-t-il? Cette jeune femme est celle que vous avez trouvée il y a 1 an et demi à l'île du Levant. Vous permettez? En prie. Oui. Oui, peut-être, oui. Mais sincèrement, je ne la reconnais pas. Je dois dire que lorsque je l'ai vue, elle était dans un tel état... Oui, je sais. L'aviez-vous revue par la suite? Je me suis présenté 2 fois à l'hôpital, mais elle ne pouvait pas recevoir de visite. Ensuite, j'ai appris qu'elle avait été transférée et je ne m'en suis plus soucié. Dites-moi, s'il vous plaît, je m'excuse, je vous pose cette question à tout hasard. Oui. Auriez-vous déjà entendu parler d'un certain Maurice Dorian, un peintre? Dorian? Oui, Dorian. Non. On a beaucoup parlé de lui il y a environ 4 ans. Il avait assassiné un homme d'affaires, un nommé Charles Vuissemont. C'est possible, mais je vous l'ai dit, je ne lis pas les journaux. Et vraiment, ce nom de Dorian, ça vous dit rien? Je veux bien répondre, monsieur le commissaire, mais pas toujours à la même question. Je vous ai déjà dit non. Oui, vous avez raison, je vous demande pardon. Eh ben, j'en ai d'ailleurs terminé. Il ne me reste qu'à m'excuser de vous avoir dérangé inutilement. Exigence du métier. Vous êtes tout excusé, monsieur le commissaire. Anna, je regrette seulement de n'avoir pu vous être utile. Monsieur? Ces messieurs s'en vont, veuillez les reconduire. Je vous salue, messieurs. Au revoir, monsieur Christopher. Monsieur.
les gens du pays savent ce qu'ils disent, hein. Pour être bizarre, il est bizarre, le bonhomme. Oui. Bah, en tout cas, nous n'avons pas perdu notre temps. C'était une visite très instructive. Ah. Je sais pas ce que t'as ces jours-ci, mais t'es pas très observateur, hein. Franchement, je suis Non, pas... d'abord, le monsieur crie un peu trop fort qu'il n'a rien à craindre de la police. Or, il se drogue. Et depuis fort longtemps, j'en jurerais. Ah, non, c'est donc ça. Oui, je me disais aussi que ses yeux... Ensuite, et alors là, tu es impardonnable de ne pas l'avoir remarqué, il y a quelque chose d'autrement important. Quoi donc? Ce tableau qui est au salon et qui représente un clair de lune sur la mer. Tu l'as vu, non? Bah, vaguement, oui. Ah, bah, c'est bien ce que je te reproche. Avec un peu plus d'attention, tu aurais noté qu'il est signé Maurice Dorian. T'as deviné? Non. Bon, alors, monsieur Boulle, 4 sandwichs maison et une bouteille de grenache. Entendu, je vous apporte ça, ouais. Toi, viens par ici. Ouais. Mais dites donc, c'est ça que vous appelez dîner? Ah, on n'a pas le temps. On a encore une visite à faire, assieds-toi. Ouais. Bon, d'abord, Dorian, je pense pas qu'il y ait déjà quelque chose, hein. Non, bien sûr, mais tout de même, en ce qui le concerne, j'ai fait une découverte de taille. Je t'écoute. Bah, quand vous me l'aviez dit, je suis allé aux Charmettes. Montrer la photo de Dorian. Oui. Mademoiselle Berthier et le docteur Robert l'ont tout de suite reconnu. Oui, il a passé 8 jours à la clinique il y a environ 3 mois. Ah. Il s'était fait inscrire sous le nom de Maurice Leroy. Sous quel prétexte? Bah, il a parlé de cauchemars épouvantables, raconté qu'il était peintre et que la nuit ses tableaux le poursuivaient. Enfin, on l'a admis pour une période d'observation et au bout de 8 jours, il est parti en disant qu'il allait beaucoup mieux. Il a pas trouvé ça bizarre, tu vu? Oh, vous savez, hein, ils en voient de toutes les couleurs. Et je crois que pour l'étonner, il faudrait se lever de bonne heure. Ouais. En fait, tu leur as dit que la petite avait été empoisonnée à la digitaline? Oui, bien sûr. Même que j'ai dû y mettre une certaine attention, parce que la demoiselle Berthier s'est foutue en rogne. Ah bon? Mais elle m'a pris par la main et elle m'a emmené jusqu'à l'armoire qui contient les médicaments. Alors, il y a bien un flacon de digitaline, seulement il est pas entamé. Puis de toute façon, le Toubib et elle sont les seuls à en posséder la clé, alors. Tu leur as demandé si Dorian avait rencontré Brigitte durant son séjour là-bas? Ils disent que non, mais en vérité, avec sa chambre indépendante, elle échappait à leur contrôle. C'est tout? Non. Et alors là, je vais vous épater. En bavardant avec le père Boulle, par hasard, j'ai appris que la veuve Huismont habitait dans le coin. Ouais, elle a une villa juste à côté des Charmettes, à peine 500 ou 600 mètres. Eh ben, tu m'épates pas, je l'ai appris à Cannes cet après-midi. Ouais. Alors? Ouais. Alors, c'est pas tout. J'ai pensé qu'elle avait pu connaître Brigitte. Et puis, comme j'avais un peu de temps, je suis allé lui demander. Bonne idée, ça. Eh ben, mon vieux parlait d'une corrida, hein. Alors, elle commence par éclater de rire. Et alors elle m'explique, entre deux hoquets, que pour ce qui est de ses maîtresses, Huismont avait collectionné tous les prénoms de la création. Alors son rire continue, s'amplifie, et la voilà qui me pique une crise d'hystérie. J'en avais froid dans le dos. Il fallait lui balancer une paire de claques. J'y ai pas pensé, moi j'ai bondi sur le téléphone, puis j'ai appelé les Charmettes. J'ai cru que j'allais me faire remballer, mais dès que j'ai eu prononcé le nom de Huismont, le Toubib a raccroché, et il s'est amené. La veuve avait fait un séjour dans la clinique il y a 7 ans, et depuis il la soigne régulièrement. Maladie nerveuse, hein. Ah, c'est grave, paraît-il. Et c'est pourquoi elle reste à proximité. Huismont avait d'ailleurs acheté la villa pour pouvoir visiter sa femme tous les jours lorsqu'elle était aux Charmettes. Ça, c'est curieux, ça. D'après ce que j'ai entendu, Huismont était le contraire d'un mari attentionné. Eh ben, si on en croit sa femme, c'était même une belle crapule. En tout cas, elle ne l'a pas pleuré. Elle ne s'en cache pas. Mais alors là, patron, c'est pas tout. Quand le Toubib m'a dit qu'il allait envoyer une garde, j'ai proposé de l'attendre. Ouais. Je suis resté seul, et j'ai fait un petit tour dans la maison. Eh ben, vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé. C'est la digitaline, hein. Décidément, vous n'êtes pas drôle, hein. Eh ben oui, de la digitaline. Et le flacon est à moitié vide. Oh, c'est toujours bon à savoir, je te fais mes compliments. Et alors pour le... Qu'est-ce que c'est que cette visite dont vous parliez tout à l'heure, là? J'ai envie d'aller reparler peinture avec le sieur Christopher. Je suis sûr qu'il nous cache quelque chose. Sans compter que... Oh, oui, j'ai oublié de te le dire. Je lui ai trouvé un point commun avec Huismont. La drogue. Non, messieurs, non, je n'admets pas. Cette façon de s'introduire chez les gens est inqualifiable. Oh, bon Dieu, patron, regardez, au bas du sentier, Dorian. Vas-y, fonce. Tâche de le rejoindre, moi je téléphone à Blachon. Allô, mademoiselle, passez-moi le commissariat de police, vite. Est-ce qu'il a une voiture? Non. Bon. Allô, passez-moi le commissaire Blachon. Commissaire Paron, voyez-vous, bon sang? J'espère que... Allô, Blachon? Je vous appelle de la Villa Christopher. Dorian vient de nous filer entre les pattes. Oui, je vous expliquerai plus tard, il est à pied, il peut pas aller loin. Alertez tous les postes et mettez tous vos hommes en piste, oui, c'est ça. Oui, moi je reste ici. Appelez-moi dès que vous aurez mis la main dessus.
Et maintenant, Monsieur Christopher, asseyons-nous et causons. Vous croyez qu'ils vont le rattraper? Ah oui, il y a de grandes chances. Je le souhaite. Il a eu tort de s'enfuir, il n'a rien à se reprocher. Puis-je vous demander, monsieur le commissaire, comment vous avez su qu'il était ici? Pour être franc, je ne m'en doutais pas le moins du monde. C'est votre trouble, devant mon intrusion, comme vous dites, qui m'a mis la puce à l'oreille. Quand vous avez fait irruption, nous étions à table. Il s'est caché, mais il a dû écouter à la porte et prendre peur lorsque vous avez parlé de son tableau. Depuis la mort de Brigitte, il est complètement perdu. Puis-je vous demander ce qui vous lie à cet homme? Maurice est mon neveu. C'est le seul parent qui me reste et j'ai pour lui une grande affection. Il est venu vivre avec moi dès sa sortie de prison. Vous m'avez donc menti en m'affirmant n'avoir jamais entendu parler de Charles Vuissemont. Vous comprenez, je pense qu'il m'était difficile de faire autrement. Et Brigitte, qui était-elle? Je ne sais pas. Chez Christopher, je suis patient, mais je n'aime pas qu'on se foute de moi. Je sais seulement que Brigitte était tout pour mon neveu. Qu'il l'aimait d'un amour comme on n'en rencontre plus guère de nos jours. Et qu'il aurait donné sa vie pour elle. Ceci dit, je ne l'avais vu qu'une seule fois avant le drame de Cannes et Maurice ne m'en avait rien dit d'autre que son prénom. Par la suite de sa prison, il m'avait écrit pour me demander de prendre soin d'elle. Je lui répondis que c'était d'accord et il lui fit savoir. Mais elle ne me donna jamais signe de vie. De sorte que vous ne l'avez revue qu'évanouie sur les rochers de l'île du Levant. Je sais très bien que ça peut vous paraître suspect, mais je n'ai vraiment aucune explication à vous proposer. Tout au plus, puis-je vous faire remarquer que si j'avais moi-même brisé la tête de cette jeune femme, je n'aurais pas pris la peine ensuite de la conduire à l'hôpital. Oui, mais en supposant que votre neveu l'ait assommée, vous auriez pu tenter de la sauver pour limiter les dégâts. Oui, bien sûr. Seulement, il y a 2 jours, Brigitte étant de nouveau menacée, c'est lui-même qui l'a fait entrer dans un café. Où était-il il y a 1 an et demi lorsque vous avez découvert le corps? Chez moi, dans ma villa de l'île du Levant. Et pourquoi ne s'est-il pas présenté pour reconnaître Brigitte? Non, mettez-vous à sa place, monsieur le commissaire. Il venait de passer 4 ans en prison. On le libère, et le soir même, on retrouve sa maîtresse agonisante à 2 pas du lieu où il se trouve. C'est moi qui lui ai conseillé de ne pas se montrer. Bon, ensuite. Vous imaginez sans peine dans quel état il se trouvait. Déjà, lorsqu'il avait su que j'étais sans nouvelles de Brigitte, il était tombé dans un abattement profond. Mais le soir même, après ma découverte, ce fut du délire. Cela dura pendant des semaines. Et lorsqu'on sut que l'amnésie était définitive, j'ai vraiment cru qu'il perdait la raison. Il n'a repris un peu de vie qu'il y a 3 mois après... Après qu'il eut fait un stage de 8 jours aux Charmettes. Ah, vous savez... C'est assez extraordinaire, mais il était parvenu durant ce séjour à reconquérir Brigitte. Et depuis, 1 fois par semaine, il lui faisait sauter le mur et passer la nuit avec elle. Comment faisait-il pour sortir? Je ne sais pas. Et où allait-il? Oh, je ne sais pas. Je sais pas, j'ignorais tout cela. Je ne suis au courant que depuis le soir du drame. Ce soir-là, peu après 11 heures, Maurice est arrivé ici comme un fou. C'est alors qu'il m'a tout raconté, m'annonçant pour finir qu'il venait de laisser Brigitte dans un café. Je m'y rendis aussitôt, mais hélas, il était trop tard et je ne me montrai pas. Inutile de vous dire que depuis ce soir-là, mon neveu est dans un état de prostration dont rien ne peut le sortir. Peut-être, mais ça ne lui a pas coupé les jambes. S'il réfléchit, il reviendra. Je l'espère. J'espère pour lui parce que... Permettez, c'est peut-être pour moi. Allô, oui? Qui est à l'appareil? Commissaire Parron. Ici Maurice Dorian. Je vous ai appelé au commissariat, mais on m'a répondu que vous étiez chez mon oncle. J'ai une proposition à vous faire. Je vous écoute. Dites-moi d'abord, de quoi est morte Brigitte? Empoisonnée à la digitaline. Je ne me laisserai pas arrêter, commissaire, parce que je sais que les apparences sont contre moi. Mais si vous me donnez votre parole que vous viendrez seul, je veux bien vous rencontrer pour vous dire ce que je sais. Et si je refuse? Je n'ai plus rien à perdre. Je sais très bien que je ne pourrai pas quitter la région. Mais vous ne m'aurez pas vivant. C'est bon, j'accepte. À quel hôtel êtes-vous? Au Lyotet.
Soyez ici dans une demi-heure. Je vous appellerai pour vous dire où je suis. Et vous aurez 10 minutes pour arriver. Bon. Mais attention, commissaire. Je suis armé. Si vous ne venez pas seul, je tire dans le tas. Je serai seul. C'était votre neveu. J'ai entendu. Moi, je dois partir, monsieur Christopher, mais je reviendrai. Alors, à bientôt, monsieur le commissaire. Sortez les mains de vos poches, commissaire. Bon, entrez. Vous pouvez remiser votre joujou. Non seulement je suis seul, mais je suis pas armé. Asseyez-vous là. Et laissez vos mains sur la table. Voilà. Je suis au bout de mon rouleau, commissaire. Je vis dans un cauchemar qui dure depuis des années. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Mais avant toute chose, je veux savoir. Ce qui revient à dire que vous êtes innocent. Vous pouvez pas savoir à quel point. Parce que... Tenez-vous bien, commissaire. Je n'ai même pas tué Charles Vuissemont. Qu'est-ce que vous dites? Je me suis constitué prisonnier et j'ai avoué. Mais ce n'était pas moi. Alors? Brigitte? Vuissemont était un salaud, un être immonde. Si Brigitte l'a frappé, c'était sans doute pour se défendre. Et il n'avait pas grand-chose à craindre de la justice. Seulement pour moi, c'était autre chose. Je ne pouvais supporter de l'imaginer en prison. Je pensais au tribunal, aux articles de journaux. Il était normal que je prenne sa place. Et elle a accepté? C'est pas tout à fait aussi simple. Le soir du drame, tout à fait par hasard, je la vis entrer chez Vuissemont alors qu'elle m'avait dit sortir avec une amie. Elle avait menti. Et je restais atterré, persuadé qu'elle me trompait. Je restais plus d'une heure, les yeux rivés aux fenêtres éclairées du salon. Lorsqu'elle sortit enfin, je n'eus même pas le courage de l'appeler. Je rentrai en ville et je bus jusqu'à en être ivre-mort. Et le lendemain? J'apprenais le meurtre. Et je comprenais tout du même coup. Malgré l'absence d'empreinte et le mystère momentané, j'étais sûr que Brigitte n'échapperait pas longtemps à la police. Alors j'ai pris les devants. Et vos collègues n'y virent que du feu. Mais Brigitte? Elle était dans le train pour Paris. Ce départ était prévu depuis 8 jours. Elle a dû penser qu'il valait mieux agir comme si de rien n'était. Je lui ai fait tenir une lettre d'explication qu'elle dut avoir dès son arrivée. Je lui disais que je savais tout, que seul notre amour comptait, qu'elle devait me laisser faire. Et je lui promis que mon oncle s'occuperait d'elle. En somme, vous ne l'avez pas revue jusqu'au jour de votre libération? Non. Et on ne pouvait pas savoir ce que j'ai vécu depuis. Les jours d'angoisse alors qu'on ne savait pas si on la sauverait. Et puis, finalement, l'atrocité de se retrouver devant un être qui ne vous reconnaît même pas. C'est peut-être pire que la mort. Mais je crois que j'imagine ce que ça peut être. Je préférerais ne pas vous faire revivre tout ça, mais j'ai encore besoin de certains détails. Je connais déjà votre séjour aux Charmettes, ainsi que vos escapades régulières. Mais je voudrais que vous me racontiez cette dernière soirée. À quelle heure a-t-elle quitté la clinique? À 9h. Ouais, nous sommes venus ici, comme d'habitude. J'avais loué cette petite baraque spécialement pour nos rendez-vous. Vous êtes venu directement ici? Oui. Et ensuite? Brigitte était souffrante, j'ai décidé de la ramener. Nous sommes partis vers 11h moins le quart. Et en cours de route, son malaise s'est aggravé, alors je l'ai conduite au café, et là je me suis affolé, vous savez la suite. Ah, attendez, il y a quelque chose qui va pas. Entre le moment où elle a quitté les Charmettes et celui de son malaise, elle a bu ou mangé quelque chose? Rien, non. Bon, enfin, voyons. Non, rien. Dans ce cas, comment expliquez-vous qu'elle ait pu absorber le poison? Je sais pas. Aux Charmettes, on lui donnait des médicaments, peut-être une erreur. Non, absolument impossible. Brigitte a quitté la clinique vers 21h. Or, les conclusions du médecin légiste sont formelles. La digitaline a été absorbée 1 heure avant le décès, c'est-à-dire entre 22h et 22h30. Qu'est-ce que vous dites? C'est impossible. C'est pas une supposition, c'est une certitude. Mais alors? Restez assis, commissaire, ne bougez pas! Un seul jet, Enfin, Dorian! Passez-moi les clés de votre voiture! Vous préférez que je vous assomme pour vous les prendre? Allez.
Merci. Et maintenant, je vais régler une petite affaire de famille. Parce que je vous avais menti, commissaire. Entre 22h et 22h30, nous étions chez mon oncle. Faites pas l'imbécile, Dorian. Ne bougez pas! Dans une minute, vous pourrez gueuler tant que vous voudrez. Le premier voisin est à 1 kilomètre. Dorian! Oh, bon sang, bonsoir. Faut que je sorte d'ici, moi. La fenêtre. C'est haut, mais tant pis. Allô, gamin. Je t'appelle de chez Christopher. Le vieux vient d'être assassiné. Non, c'est pas certain, mais il a quand même foutu le camp avec ma voiture. Alors, dis à Blachon de donner l'alerte et qu'il envoie des motards. On a une chance qu'il tombe en panne, j'avais presque plus d'essence. Après, tu viendras me rejoindre, adieu. Si vous croyez que M. Maurice a tué son oncle, vous vous trompez. Je vous dispense de vos réflexions, nous avons mieux à faire. Je veux d'abord que vous me parliez de la femme qui est venue ici il y a 2 jours, vers 22h. Laquelle? Comment laquelle? Il en est venu plusieurs? 2, oui. L'amie de M. Maurice et une autre. Ah, parce que vous connaissiez Brigitte? Ben oui. Oui, bon, passons. Qui était l'autre? Moi, j'en sais rien, j'étais couché. Je l'ai juste entendu parler avec monsieur. Même qu'ils avaient l'air de se disputer. C'était avant l'arrivée de Dorian et de Brigitte? Un peu avant, oui. Et elle est repartie? Je sais pas. Une fois qu'ils ont été là, j'ai plus entendu l'autre. Mais je l'ai pas non plus entendu repartir. Bon, autre chose. Est-ce que le lendemain matin, vous avez retrouvé des verres ou des tasses qui indiqueraient qu'on avait bu au cours de la soirée? Rien d'autre que le filtre de M. Maurice et la théière de la pauvre Brigitte. M. Maurice me prévenait toujours lorsqu'il amenait son ami. Et je leur préparais ça avant de monter. Ah, parce qu'il venait régulièrement? Bon, à peu près une fois par semaine. Ils sont bien foutus de moi, l'oncle et le neveu. Qu'est-ce que vous dites? Non, rien. Il est regrettable que votre M. Maurice ait pris le large. Je commence à avoir ma petite idée, mais j'aurais besoin de précision. Et M. Christopher, vous allez le laisser là, dehors, comme un chien? Oh, on ne peut rien toucher avant l'arrivée du parquet. Si vous le permettez, en attendant, je vais faire un petit tour dans la maison. Eh ben, c'est pas trop tôt, hein? 12h30, c'était pas la peine de mettre tout le monde sur les dents et qu'on vous le retrouve au milieu de la nuit, votre coco. Ah, bah, désolé, hein, j'avais affaire. Comment est-il? Une loque. Il n'a pas desserré les dents depuis qu'on l'a retrouvé. Il est toujours à côté? Oui. Bon, j'y vais. Bonjour, Dorian, content de vous revoir, hein? C'est pas une simple formule. Bonjour, sergent. Bonjour, commissaire. Si vous n'avez pas déjeuné, sergent, vous pouvez filer. Prenez votre temps, hein. Je crois que j'en ai pour un moment à bavarder avec monsieur. Eh bien, là, votre commissaire, parce que cet oiseau-là, il n'est pas bavard, hein? C'est vrai, Dorian, vous avez perdu votre langue? Et si je vous dis que je vous crois innocent, vous la retrouverez? Pour ce que ça coûte de le dire. Vous aviez un revolver hier soir. Et dans l'état où vous étiez, je crois pas que vous auriez été chercher une clé anglaise pour éviter de faire du bruit. Alors? Alors dites-moi au moins ce que vous avez vu. Rien. Que le cadavre de mon oncle. Je suis arrivé par le jardin et j'ai failli buter sur le corps. J'ai vu tout de suite qu'il était mort. La panique m'a pris, j'ai sauté dans votre voiture et je suis reparti. Et bien entendu, vous n'avez toujours pas la moindre idée. N'en avez-vous? À revendre. Mais pour commencer, j'ai une révélation à vous faire. Tiens. Depuis quand est-ce que ce sont des policiers qui font des révélations aux présumés coupables? Une révélation qui risque de vous secouer une fois de plus. Oh, vous pouvez y aller, maintenant j'ai touché le fond. J'ai bien peur que non. Qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive de plus? Dans votre lettre à Brigitte dont vous m'avez parlé hier soir, est-ce que vous lui disiez clairement « Tu as tué Vuissemont, mais je vais m'accuser à ta place » Pas de cette façon-là, non. Non, réfléchissez, c'est très important. Tâchez de me retrouver les termes exacts. Et où voulez-vous en venir? Ne vous occupez pas, répondez-moi. Eh bien, je lui disais que tout d'abord je m'étais cru trompé, mais que maintenant j'avais compris, que je savais tout. Bon. Maintenant, revenons au soir du crime. Vous m'avez bien dit que vous étiez resté jusqu'au départ de Brigitte à regarder les fenêtres du salon. Oui. Et ces fenêtres étaient éclairées. Oui. Eh ben, j'ai là la déclaration de la femme de ménage qui a découvert le corps.
Et voici mot pour mot ce qu'elle a déclaré. Voyons. Mais voilà. J'ai d'abord cru que M. Vuissemont était évanoui. Je n'ai pas vu le sang tout de suite parce que les persiennes étaient fermées et qu'il faisait très sombre dans le salon. Voilà. Je comprends pas. Ah, c'est pourtant simple. Si le salon était éclairé après le départ de Brigitte et qu'il ne l'était plus le lendemain matin, c'est que quelqu'un est venu entre-temps. Vous voulez pas dire que ce n'est pas Brigitte qui l'aurait tué? Si. C'est pas possible! Je vous en supplie. Mais dites-moi que c'est pas possible. C'est à peu près certain, car ça explique tout le reste. Oh non, non. Non, taisez-vous. Mais alors... Oh, je deviens fou, moi. Brigitte m'a cru coupable? Elle a vraiment pensé que je l'avais tué? Eh oui, c'est ce que je voulais dire en parlant de votre lettre. Vous y avez mis tellement de tact qu'elle n'y a rien compris. Oh, Brigitte. Petite Brigitte. Oh, quel crétin. Blachon. Madame. Blachon, soyez gentil, dénichez-moi un peu de cognac et 2 verres. Des causeries. Allez, reprenez-vous un peu, mon vieux. Je sais que c'est terrible, mais on a encore à parler. Oh non, c'est fini maintenant. Vous pouvez m'inculper du meurtre de mon oncle, je m'en fous. Eh oui, il est certain que ça arrangerait drôlement le véritable assassin. Hein. 3 meurtres sans même être inquiété, ce serait du grand art. 3 meurtres? Vous n'avez pas encore compris, alors? Je vous demande pardon, je suis si fatigué. Le cognac. Eh ben, dis donc, c'est du rapide, hein. Merci. Ça va? Oui, ça va. Allez, buvez un coup. Ça vous fera du bien. Merci. Je comprends ce que vous ressentez, seulement c'est pas une raison pour laisser courir l'assassin de Brigitte et de votre oncle. Oui, vous avez raison, oui. Ce qui est étonnant, c'est que le meurtrier, à qui vous faisiez un joli cadeau en vous dénonçant à sa place, a tout de suite compris, lui, qu'il y avait mal entendu. Et ceci nous prouve qu'il connaissait votre liaison, probablement même que vous le connaissez. Mais qui, bon Dieu, qui? Il doit avoir un moyen de pression sur Brigitte, car il s'arrange pour qu'elle vous écrive pas, qu'elle vienne pas vous voir en prison. J'y pense. Puisque Brigitte n'avait pas tué Vuissemont, comment ne s'est-elle pas étonnée de ma lettre? Je sais tout, je te pardonne, ça voulait plus rien dire. Et si, justement. C'est de là qu'est parti tout le drame. Brigitte avait tout de même quelque chose sur la conscience, alors elle a rapporté les mots de votre lettre à ce quelque chose. Qu'est-ce que vous essayez d'insinuer? Ne vous emballez pas, on y arrive. Quand on est la secrétaire d'un type aussi louche que Vuissemont, on est forcément au courant de pas mal de choses. Bon, à propos, Vuissemont se droguait, n'est-ce pas? Oui. Et votre oncle? Je crois, j'en suis pas sûr. Vous n'avez jamais trouvé de cocaïne dans la maison? Non. Eh ben, moi, j'en ai trouvé hier soir. Seulement, j'en ai trouvé une telle quantité que votre oncle, dût-il vivre centenaire, n'en serait jamais venu à vous. Vous voulez dire qu'il en vendait? Oui, et puis pas au détail, probablement. Nous nous trouvons en face d'une véritable organisation, et votre oncle, avec sa manie de vivre et de se promener la nuit, devait se charger de récupérer des colis arrivant par la mer. Ça alors? Les piliers de l'organisation, c'est Vuissemont, votre oncle et le meurtrier. Meurtrier qui avait été bien tranquille pendant les 4 ans que vous étiez en prison, mais qui ne pouvait permettre une explication entre Brigitte et vous, et qui l'a évité par une première tentative d'assassinat. Mais après, pourquoi l'empoisonner puisque sa mémoire était définitivement perdue? L'assassin a su que vous aviez revu Brigitte, que vous la faisiez sortir de la clinique. Mais personne ne le savait. Ah si, pardon. Vous m'avez menti à ce sujet, hein. Mais votre oncle était au courant puisque vous lui ameniez Brigitte. Mais alors, mon oncle était complice? Il savait. C'est pas tout à fait la même chose. Et finalement, il ne devait pas être tellement d'accord puisqu'on a préféré le tuer pour s'assurer son silence. Mais qui Quelqu'un qui était chez votre oncle et qui a versé la digitaline dans le thé de Brigitte. C'est impossible. Nous n'étions que tous les 3. Vous le croyez? Mais il y avait une autre femme dans la maison. Anna? Non, pas Anna, non. Non, parce que vous oubliez que d'après nos déductions, cette femme était également une intime de Vuissemont. Une intime de Vuissemont? Vous voulez pas dire que... Oh, non, mais c'est impossible. Je sais bien qu'elle n'aimait pas son mari, mais de là à l'assassiner...
Et voilà toute l'histoire. Maintenant, vous savez tout. C'est impossible. Je n'arrive pas à y croire. Et moi qui la soigne depuis des années. Bien entendu, tout ceci vous explique pourquoi Madame Vuissemont avait exigé par l'entremise de Christopher que Brigitte soit placée chez vous. Mais c'est les services de la santé. Et vous en envoie beaucoup de malades, les services de la santé? C'est-à-dire... Mais non, votre établissement est trop cher pour l'administration. C'est Christopher qui payait, mais il exigeait l'anonymat. Ainsi, Madame Vuissemont, qui se faisait soigner ici et qui avait gagné votre amitié, Mademoiselle Berthier, Madame Vuissemont pouvait tout à loisir surveiller sa victime. Incroyable. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est affreux. Apprendre aussi subitement qu'une de vos amies est une criminelle... À votre avis, docteur, est-ce qu'elle est entièrement responsable? Ah, ça oui, entièrement. C'est une grande nerveuse, mais elle n'est absolument pas folle. Je vous remercie. Et maintenant, Mademoiselle Berthier, il me reste à vous demander un service. Oui, je voudrais bien en terminer ce soir, seulement en me présentant à cette heure-ci, j'ai peur de lui donner l'éveil et qu'au lieu de m'ouvrir, elle ne s'en aille avaler ce qu'il lui reste de digitaline, vous comprenez? Peut-être serait-ce préférable. Oh, ça, je ne puis entrer dans de telles considérations. D'autre part, l'aveu serait valable pour la justice, mais moi je tiens à quelques petites explications. Oui, qu'attendez-vous de moi, monsieur le commissaire? Si vous consentiez à lui téléphoner, vous... Ah, vous voulez que je la tire dans un piège? Oh non, mais tout ce que je demande, c'est qu'elle sorte de chez elle. Je suis désolée, commissaire, mais franchement, je ne peux pas. Luce Vuissemont est malgré tout une amie, Ouais. Et vous, docteur? Écoutez, commissaire, mettez-vous à notre place. Oui, bien sûr, je comprends. Bon, tant pis, j'attendrai demain matin. Je regrette vraiment. Non, ça fait rien. Bon. Il faut que je parte maintenant. Il va sans dire que je vous demande le secret le plus absolu. Bien entendu. Je vous raccompagne jusqu'à la grille, commissaire. Bonsoir, monsieur le commissaire. Bonsoir, mademoiselle Berthier. Excusez-moi encore. J'en ai marre, moi. Ça fait 1 heure qu'on poireaute. Le clair de lune sous les pins, c'est pas mon genre. Tais-toi, tu veux? Dis donc. Ouais. D'où tu es? Tu vois bien l'intérieur de la maison? Je suis pas très bien assis, mais... Oh, mais ça, pour voir, je vois, oui. Même que la petite dame Vuissemont, elle a un déshabillé pas mal du tout. La quitte pas des yeux, compris? Et l'autre, qu'est-ce qu'elle fait? Attends. Elle est assise. Elles ont l'air de parler entre elles. Il y a des verres sur la table? Oui, il y a des verres. Oui, naturellement. Bon, si elle veut boire, n'hésite pas. Passe à travers la fenêtre, moi j'enfoncerai la porte. Bon, d'accord, oui. Oui. Toujours rien. Oh, attends, elle a le dos tourné. Et l'autre? Oh, elle sort un flacon de son sac. Allons-y. Vous nous piquerez votre crise plus tard. Quant à vous, mademoiselle Berthier, vous pouvez me remettre le petit flacon qui est dans votre sac. Votre 4e meurtre est bel et bien raté. Pour un beau piège, c'était un beau piège, hein. Et ce qui m'ennuie, moi, c'est que j'y ai mordu aussi. C'était trop beau, elle n'a pas pu résister. Après ce que je lui avais dit, elle était certaine que la mort de la femme Vuissemont passerait pour un suicide et le suicide pour l'aveu des 3 meurtres. Ah ouais, mais comment vous avez su? C'est toi qui m'as donné le départ de la solution. Quoi? Ah oui? Tu m'avais rapporté que Vuissemont, lors du séjour de sa femme aux Charmettes, venait la voir tous les jours. Or, Vuissemont délaissait sa femme depuis longtemps pour courir après tous les jupons. Alors j'ai pensé qu'il y avait peut-être à la clinique un jupon qui l'intéressait. La bombe Berthier. Eh oui, un bon Berthier. Et qui l'intéressait à double titre. Parce qu'un jupon, c'est bien. Mais une clinique pour stocker la drogue, c'est encore mieux. Oh, ça alors, j'y avais pas pensé. Ah, moi, c'est le stock de drogue chez Christopher qui m'a éclairé. Il pourrait pas rester là longtemps. Bon, oui, mais elle a tué Brigitte et Christopher pour cacher son premier meurtre. Mais celui-là, Vuissemont, pourquoi? Parce qu'il était incorrigible, sans doute. Il a dû vouloir garder la directrice et la clinique pour ses petites affaires et laisser tomber la maîtresse. Enfin, c'est du moins ce que j'ai cru comprendre. Oui, une simple histoire de jalousie, en somme, quoi. Ouais. Et le gars d'Orient, il va hériter une drôle de fortune de son oncle, hein. Malheureusement, c'est une vie facile qui lui arrive un peu tard. Ouais. Mais dites donc, j'y pense tout d'un coup. Oui. Vous êtes sûr que le télégramme qui nous fait rentrer au milieu de la nuit est bien du patron? Pourquoi? Parce que on est le 1er avril aujourd'hui.
Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Le roman de Jonathan Craig, intitulé Départ à zéro, est un bon roman policier parce que c'est le récit scrupuleux d'une enquête menée dans des conditions difficiles et sur des données à peu près inexistantes. S'il n'y avait pas une affabulation romanesque, on pourrait même dire que c'est l'histoire d'une enquête. Elle a pour point de départ la découverte d'un cadavre de jeune fille immergée à l'extrême pointe d'une jetée de New York. La jeune fille est fort belle et vêtue en tout et pour tout d'une robe à fleurs trop légère pour la saison. 2 entailles lui coupent la nuque. Sa robe est imprimée de motifs de porte-bonheur tels que trèfles à 4 feuilles, fers à cheval et chiffre 7. Un lourd bracelet d'or à son poignet porte les mêmes attributs attachés en breloques. Et ce n'est pas le moins pathétique de la découverte que cette profusion de signes de chance sur une jeune morte. C'est le détective Pete Selby qui est chargé de l'identifier et de trouver son assassin, car les entailles à la nuque excluent l'idée d'un suicide. Pour l'identification de la morte, ce ne sera pas difficile. Elle se nomme Lucille Taylor et c'est sa tante qui a signalé la disparition de cette nièce trop jolie et employée comme secrétaire chez un photographe. Mais la tante est une mégère qui, en sus des renseignements officiels, déclare ne rien savoir, sinon que Lucille était une pas grand-chose, ce qui d'ailleurs n'est pas l'avis du timide mari de la tante. Les 2 témoignages, pour des raisons différentes, sont également récusables. Alors commence pour Pete Selby la véritable enquête. Elle nous prouverait, s'il en était encore besoin, que la tâche imposée à la police est loin d'être facile. Les fausses pistes succèdent aux mensonges, et il faut également faire la part des mythomanes et des cinglés, sans parler des inquiets qui redoutent l'intrusion de la police dans leur vie tranquille. Mais Pete ne se décourage pas, bien que les chances de réussite diminuent de jour en jour. Il a en vain tout prospecté, tout essayé. Et puis voilà que lorsque l'espoir de parvenir au but semble s'être définitivement évanoui, un indice surgit tout à fait inattendu. Il conduira in extremis à la découverte du coupable et servira à prouver une fois de plus que rien n'est plus difficile à accomplir qu'un crime parfait. Départ à zéro est un roman intéressant et, comme je l'ai déjà dit, scrupuleux. Il est édité aux presses de la Cité dans la collection Un mystère. Roger et Jean vous parlent du dernier film qu'il a vu. Il y a quelques semaines, nous vous engagions vivement à aller voir Témoin à charge et regrettions à cette occasion de ne pouvoir vous donner que très rarement un tel conseil. Eh bien, voici qu'aujourd'hui encore, nous avons la joie de vous recommander chaudement un film entrant dans le cadre de l'émission Les Maîtres du Mystère, et par bonheur, il s'agit d'un film français. Par surcroît de chance, il s'agit même du premier grand film d'un jeune metteur en scène. Édouard Molinaro débute dans le film de long-métrage et il nous donne, avec le dos au mur, une œuvre extrêmement intéressante et, on peut dire, presque absolument réussie. Cela commence comme un film policier quelconque, avec description minutieuse d'un crime parfait. Très vite, l'histoire bifurque et s'oriente vers l'aventure sentimentale. Une jeune femme, mariée à un très riche industriel, a pour amant un jeune garçon, vaguement comédien sans engagement, qu'elle avait connu naguère au conservatoire quand elle aussi songeait à devenir actrice. Le mari, ayant appris la liaison de sa femme, entreprend de traquer les 2 amants, et le crime que nous avons vu au début, c'était le meurtre de l'amant par le mari. Puis, à l'aide du retour en arrière, nous voyons comment les personnages en sont arrivés là. Je ne vous en dirai pas davantage, sachez seulement que le récit est admirablement conduit. Il y a notamment une séquence dans un petit bar, mettant en scène Jeanne Moreau et Claire Morier, qui est un morceau digne des auteurs de films les plus réputés. Tous les acteurs méritent d'ailleurs des compliments. Jeanne Moreau, d'abord, qui joue ici un rôle assez semblable à celui qu'elle tient dans Ascenseur pour l'échafaud. Mais son dialogue étant plus cinématographique, elle peut cette fois mieux déployer ses dons qui sont grands. Gérard Houry, un peu inexpressif et mou au début, s'affirme dans la deuxième partie et colle avec son personnage. Philippe Nicot s'identifie lui aussi fort bien à ce personnage d'amant, qui est peut-être sincère, mais demeure suspect, et entre 2 eaux. Enfin, Claire Morier, dont je parlais à l'instant, et qui est remarquable. Voilà donc un film excellent dans la limite de ses ambitions,
et qui confirme la richesse de cette jeune école de metteurs en scène français, si brillante ces derniers mois et qui nous permet tous les espoirs. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard avaient choisi pour vous ce soir Poison d'avril de Louis C. Thomas dans une adaptation radiophonique de Charles Maître, avec Henri Crémieux, Jean-Marie Amato, Rosie Vart, Fernand Rosena, Pierre Delbon, Jean Mauvais, Jean Chevrin, Jacques Rispal, Raymond Pellissier, Paul Antéric et Joël Jeannin. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage, Gabriel de Rivage. Prise de son, Jean Godet. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard.